Je vous emmène dans le village abandonné de Châteauneuf-les-Moustiers, qui se situe en plein cœur des montagnes des Alpes de Haute-Provence. C'est un haut lieu de légende et d'histoire, qui a même la réputation d'être un endroit maudit, parce qu'au départ, il y avait des centaines d'habitants qui vivaient ici, et ils sont tous partis suite à un enchaînement d'événements dramatiques, à commencer par ce qui s'est passé dans l'église là. D'ailleurs, moi je vais commencer par ça, mais en tout cas je vais tout vous raconter. Il y a des maisons apparemment, ça commence là, je viens d'arriver. Je vais essayer de tout explorer avec vous. Il y a plein de ruines. Là-bas, je vois qu'il y a une maison aussi. Ça m'intrigue parce qu'elle est vraiment isolée par rapport au reste. Donc je sais pas ce que ça pouvait être. Et il y a le cimetière qui pourra peut-être témoigner du passé de cet endroit. Si on trouve des noms et prénoms, des identités, ça pourrait appuyer en fait l'histoire, parce que comme je vous ai dit, c'est un mélange de légendes et d'histoire. Il y a des choses qui remontent à plus de 200 ans, donc c'est vrai que c'est assez particulier. Toujours est-il qu'il s'est passé des choses très étranges ici et que ça a mené à l'abandon de cette zone. Il n'y a plus personne, il n'y a vraiment plus personne à des kilomètres à la ronde, ce qui est assez intriguant finalement. C'est vraiment une curiosité de la région. Et je peux vous dire que pour arriver jusqu'ici, j'ai quand même dû bien marcher. C'est très isolé. Et à l'époque, c'était stratégique. C'était stratégique parce que la première trace de vie ici, elle remonte à largement plus de 1000 ans. Et au départ, c'était pour se protéger des envahisseurs, de tous les problèmes qu'il y avait dans la région. Et là, donc, on a la porte de l'église, enfin, ce qui en reste. Je vais commencer par vous raconter ce qui s'est passé là-dedans, parce que là, vous allez vraiment être... vous allez halluciner, tout simplement. Ça s'est passé en 1819, précisément c'était un 11 juillet, un dimanche, donc jour de messe, vers 14h30. Il y a un jeune curé qui est venu ici, auprès du curé du village de Châteauneuf-les-Moustiers. Il se tenait juste là, et le curé du village était devant lui. Et à un moment, les cloches de l'église se sont mises à sonner. À ce moment-là, il faisait beau, Il y avait le ciel qui était bleu comme ça, il y avait juste des nuages un peu sombres au loin, mais rien de spécial. Vraiment, j'insiste là-dessus, rien de spécial, rien d'alarmant. Mais à ce moment-là, quand les cloches ont sonné, un énorme fracas s'est fait entendre. Et en fait, c'était la foudre qui était en train de s'abattre au sommet de l'église, sur le clocher et précisément sur la croix, 3 fois de suite. Et ce qui s'est passé, ça a été terrible, absolument abominable au regard de ce village en fait, qui finalement était isolé et dans lequel il n'y avait que quelques centaines d'habitants. À ce moment-là, il y avait un petit peu plus de 100 personnes dans l'église. Écoutez bien ce que je vais vous raconter, c'est incroyable. La foudre, en descendant à travers le bâtiment, on va dire, en descendant à travers le bâtiment, a touché le jeune curé. Et à ce moment-là, il a été foudroyé. Ses vêtements se sont enflammés instantanément. Le missel qu'il tenait dans ses mains, il est raconté qu'il aurait été projeté à travers la salle, à travers l'église. Les gens qui étaient dans l'église, la plupart se sont effondrés. Les jambes paralysés. Ils ont été eux aussi foudroyés, certains se sont enflammés. Une épaisse fumée noire a commencé à s'élever à travers l'église. On ne voyait rien hormis les flammes qui s'élevaient des corps qui étaient par terre. Donc ça, c'est quand même assez abominable. Il y a une femme qui a lâché son enfant, qui l'aurait, pareil, projeté à travers la salle. Donc on est dans quelque chose de presque mythologique. Et pourtant, tous les récits attestent de cette histoire. Et ce que j'ai compris, en fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que les gens qui vivaient ici ont été traumatisés par ce qui s'est passé. Cette histoire de 3 coups d'éclairs, 3 éclairs qui viennent sur l'église, déjà 3 c'est quand même assez symbolique, mais surtout voilà, cette histoire d'éclairs et qui tape sur l'église, pour les gens ça a dû être terrible, en termes mystiques on va dire, ça a dû être terrible, c'est symbolique finalement, c'est symbolique. Et donc, bilan, 9 morts, 82 blessés, graves, des gens blessés gravement. Et le curé qui était en face du jeune curé, le curé du village de Châteauneuf-les-Moustiers, lui, donc, il s'est effondré, il a été ranimé en 2 heures,
et ses bras étaient paralysés et il a gardé des séquelles toute sa vie finalement. Et les gens sont sortis en panique de l'église. Il faut imaginer en train de courir, de sortir de l'église, d'aller appeler de l'aide, au secours. Ils étaient complètement choqués. Et ce qui fait que dans l'histoire de cet endroit, même si ça s'est passé il y a plus de 200 ans, c'est resté. Les gens, vous savez, dans ces villages-là, parlent, tout le monde était au courant. Tout le monde, même les villages dans les alentours étaient au courant. Et ça a été, apocalyptique hein, pour eux, vraiment limite un signe divin qui leur signifie qu'il ne faut pas rester ici. Bon, là j'en peux plus, hein. Le chemin pour arriver jusqu'ici c'était un truc de malade. Donc là je vais faire une pause et ça tombe bien parce que j'ai ramené ça. Vous allez voir, ce truc-là est incroyable. C'est une boisson en poudre hyper pratique quand on manque un peu d'énergie en pleine aventure. Et ça va me faire du bien là. Et d'ailleurs, vous l'avez deviné, Oli est le sponsor de cette vidéo. Regarde comme c'est facile à utiliser. Tu mets le sachet dans de l'eau, tu secoues et hop, c'est prêt. T'as un regain d'énergie mais sans le sucre des boissons classiques. Perso, je bois jamais de soda et autres boissons sucrées. Vraiment, je peux pas. Mais avec Oli, il n'y a aucun souci car leurs boissons sont sans sucre. Ouais, vraiment. C'est une super alternative et en plus, il y a énormément de saveurs à tester. Toutes faites avec des arômes naturels et sans taurine. Parfait. D'ailleurs, mon préféré, c'est le Citrus Cobra de la gamme Énergie. C'est trop bon. Vraiment, j'adore ces boissons parce que c'est pratique, car je peux les transporter partout, rapide à faire, mais surtout sans sucre. Et avec des vitamines qui vont me donner un boost pour continuer à explorer ce village abandonné. Si toi aussi tu veux tester ces boissons, Oli te propose des packs découvertes pour goûter plusieurs saveurs et découvrir plusieurs gammes. Et en plus, grâce à mon code AdrienUrbex, tu auras moins 10% sur ta commande. Pour en profiter, tu peux aussi utiliser mon QR code qui s'affiche là. Je te mets aussi le lien en description. Encore merci à Oli pour leur soutien car c'est grâce à eux que j'ai pu venir ici pour réaliser ce reportage. Et merci également pour cette dose d'énergie dont j'avais bien besoin. Bon allez, pause terminée, on reprend l'exploration parce qu'il y a encore plein de trucs à découvrir ici. D'ailleurs, vraiment, je tiens vraiment à vous dire, regardez bien les bâtisses. Regardez bien. À quel point elles sont détruites. On dirait quoi? On dirait qu'elles ont été bombardées. C'est pas le cas, je vous le dis, elles n'ont pas été bombardées. C'est pas du tout des ruines de la guerre. Là, on n'est pas là-dedans. Cet endroit a été abandonné avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, là, quand on voit l'état du lieu, même ça, c'est intriguant. Et je me le suis dit, en fait, quand j'ai regardé sur Google, j'étais en train de me renseigner, je me disais comment c'est possible quand même que ce soit à ce point abîmé. Et bien, apparemment, c'est le temps. C'est le temps qui aurait fait ça, c'est, voilà, tout simplement, c'est pas des bombardements, c'est pas des pillages. Quoique là, je vais regarder avec vous si je trouve des meubles, des objets, je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a peut-être... Là, je regardais dans l'église, hein, il n'y a pas de reliques. Ça a peut-être été volé, ça a peut-être tout simplement aussi été déplacé, parce que il faut savoir que ce lieu, officiellement, est abandonné, officiellement n'existe plus. Il n'a pas de... il n'est pas rattaché à une préfecture, il n'a pas de situation administrative à proprement parler. Hein. Là, on dit le village de Châteauneuf-les-Moustiers, mais c'est... Voilà, à proprement parler, c'est plus un village, c'est juste... Ok, alors ça c'est étrange, j'avais de la batterie à fond, et là ça vient de couper, donc je vous reprends tout de suite. Donc j'étais en train de vous dire, le premier événement tragique qui a traumatisé le village, c'est cette fameuse histoire de 3 coups de tonnerre sur l'église, voilà, sur le clocher, et même l'un des éclairs aurait percé la voûte de l'église. Donc ça, c'est quand même à retenir. Voilà, ça c'était le premier. Ensuite, entre-temps, 10 ans après notamment, en 1830, il y a commencé à avoir un exode rural. Les jeunes ont été attirés par les villes, par l'attractivité économique des villes. Beaucoup sont partis, fuyaient la campagne et tout ça, donc voilà, déjà ça a commencé, ça a été le déclin du village. Il y avait des gens qui avaient peur, mais il y avait aussi des gens qui étaient plus dans le concret, quoi. Hein. Ils avaient envie d'aller voir ailleurs si c'était mieux, et ces gens-là ne sont jamais revenus. Même si apparemment, certains se seraient fait enterrer sur place, mais ça on le verra tout à l'heure. Et donc après, il y a eu la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. 14-18 qui, comme vous le savez, a causé énormément de morts. Et même dans ce village, on parle de 19 enfants du village qui ne sont jamais revenus de la guerre. 19 personnes décédées. Imaginez à l'échelle d'un si petit village, c'est catastrophique, hein. Clairement c'est catastrophique, puisque 19 personnes qui manquent dans un si petit village, c'est de la vie, hein. C'est même de la main d'œuvre, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc ça c'est pareil, ça a précipité l'abandon, ça a été vraiment le début de la fin. Écoutez-moi bien, au final, la dernière habitante, c'était une veuve, et c'était dans les années 30,
précisément 1932. Un jour, elle a fait ses valises, c'était la dernière habitante. Et à ce moment-là, voilà, chaque année, il y avait de moins en moins de monde, chaque personne partait, il y avait aussi des décès. Et donc, cette femme a été la dernière à partir, à faire ses valises et à partir. Et là, à ce moment-là, on est en 1932. Donc, c'est pas encore la Première Guerre mondiale, ça va pas tarder, dans quelques années. 1939, ça commence. Mais voilà, donc à ce moment-là, le village est laissé livré à lui-même. Il a toujours une situation administrative. Les maisons sont en bon état, elles ont encore un toit, elles sont encore là. Et là, je me pose une question que je vous pose aussi parce que j'ai pas réussi à avoir toutes les infos sur cet endroit. Je suis très sérieux, vraiment, dites-moi si vous savez, si vous connaissez cette zone. Étant donné qu'on n'est pas encore à la Seconde Guerre mondiale, est-ce que cet endroit n'aurait pas abrité des résistants? Parce que là, vraiment, c'était parfait. On est dans un endroit qui est isolé, il y avait encore les bâtisses et tout. Ça aurait pu. J'ai déjà visité des endroits où c'était le cas. D'ailleurs là, à l'instant même, je suis en train de regarder avec vous, je crois que c'est le presbytère. Là, on est dans le presbytère pour moi. On est à côté de l'église, c'est la première bâtisse. J'ai l'impression d'être au début du village, parce qu'après, il y a de plus en plus là de murs qui sont vers là-bas, donc ça a l'air vraiment pas mal. Pour moi, c'est clairement le presbytère. Attendez, on regarde. Après, il n'y a pas trop... j'ai l'impression que c'est ça, vraiment. Je répète, on est ici dans les Alpes de Haute-Provence. Si vous connaissez la zone, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je lis 100% des commentaires. Et sachez que même le fait d'écrire un commentaire, ça soutient ce type de vidéo, ça soutient mon travail. Donc faites-le, n'hésitez pas. Même si vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez écrire quelque chose de très simple. Je vous lirai, j'essaierai de vous répondre. Mais voilà, cette histoire de presbytère, ça m'intéresse. Cette histoire de résistance, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et là, j'en profite pour vous dire quelque chose aussi. Je suis originaire de cette région. Mais je ne suis jamais revenu. J'ai 35 ans, et là, je reviens. Et là, je vous le dis tout de suite, le plus spontanément possible. Mais je suis énormément touché d'être ici. Énormément. Toute ma vie, j'ai été hanté par des images de la Provence, un petit peu comme ça. Et jamais j'ai pu revenir. J'ai jamais pris le temps, Voilà, et voilà, et ça me touche. Ça me touche de voir ce paysage. On me l'a beaucoup raconté, on me l'a montré en photo. Voilà, moi je suis parti avec ma mère, j'avais 4 ans. J'avais 4 ans, donc évidemment, les souvenirs, là, c'est des souvenirs qui sont assez flous. Là, il y a un passage, je vois qu'il y a des passages un petit peu partout. Ce que je suis en train de chercher, c'est potentiellement des restes de l'histoire assez concrets. Moi, je suis toujours dans le concret, vous savez. J'aime pas trop la théorie, je préfère... j'ai besoin, en fait, de voir des choses, de vous les décrire, d'explorer. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que c'est assez dangereux. Là, je vois qu'il... Attendez, il y a un escalier, là. Un escalier, carrément. Ça mène à l'étage. Et oui, on voit encore les traces. Je ne sais pas si vous verrez, c'est là-bas. On voit les traces du plancher qui s'est totalement effondré. On a 1, 2, 3 étages, quand même. 3 étages. C'était peut-être un ancien gîte. Je sais pas. Putain, j'ai cru... Oulala. J'ai eu une illusion d'optique. À travers la porte, là-bas, j'ai cru voir une forme humaine. Mais non, c'est le soleil qui tape, là, comme ça. Et donc voilà, donc ces événements tragiques, comme je vous disais, ont mené à l'abandon du village et à sa déperdition. Ça a été catastrophique. Et si je me souviens bien, c'est en 1974 qu'il a perdu sa situation administrative. En quelque sorte, ce lieu a été rattaché à un autre endroit qui s'appelle La Palue-sur-Verdon. Vous voyez cette façade, c'est incroyable. Attendez, je vais essayer d'y aller. Ouais, non, c'est trop dangereux. Les sommets, en fait, c'est en train de s'effondrer. On va aller voir par là-bas, parce qu'en fait, là, je suis dans l'artère principale, ce qu'on peut appeler l'artère principale du village. On est vraiment dans la rue principale, voilà, c'est ça, la rue principale. Vous vous rendez compte quand même de l'état? Quand on parle de lieux maudits, j'ai envie de vous dire que même là, l'état dans lequel il est, on dirait que ça fait partie de ce folklore, cette histoire. Parce que, clairement, aucune bombe n'a touché cet endroit. Aucune. Et pourtant,
Vous savez ce que ça m'évoque là? On dirait un petit peu ce village martyr, les villages martyrs en fait, d'une manière générale, les villages martyrs, ça m'évoque ça. Ça m'évoque un village qui a été bombardé, qui a été enflammé. Et puis c'est le manque d'informations qu'on a sur cet endroit. J'ai vraiment pris le maximum d'informations possibles à vous raconter pour faire cette vidéo, mais sachez qu'il n'y a pas beaucoup plus que ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup plus que ça. En 1800, c'était encore assez animé, il y avait beaucoup de marchés, il y avait des champs de partout. C'était un endroit qui était très cultivé, les gens étaient très résilients en fait, ils étaient dépendants de la nature, mais voilà, vis-à-vis du reste du monde, ils étaient presque en autarcie, en autonomie. C'était des gens qui étaient très ancrés, très attachés à leur terre. C'est d'autant plus intriguant qu'ils sont tous partis. Apparemment, il y a quand même quelques descendants qui sont restés dans des villages les villages alentours, notamment la Palus-sur-Verdon. Peut-être qu'ils viennent ici en pèlerinage, ils viennent peut-être se recueillir. On va vite le comprendre, hein, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Quand on va aller au cimetière, on va comprendre ça. Et je crois que je vais pas trop tarder à y aller d'ailleurs. Non mais c'est incroyable, attendez. J'avais de la lumière, j'avais un peu de lumière, mais j'ai plus de batterie. C'est bizarre. Allez, on va... Regardez, je vais filmer devant parce que vraiment... Regardez ça. C'est un endroit qui est quand même très photogénique. Hein. On a des détails de partout. Moi j'ai envie de vous dire, maudit ou pas, c'est le genre d'endroit où j'aimerais bien m'installer. Ah oui, il y a des arbres qui poussent dedans. C'est fou. Vraiment, c'est fou. Hein. Ouais, là on avait une bâtisse, mais il reste plus que les murs. Je vais passer par là quand même. Ouais, je vois le cimetière. Là on va pouvoir en apprendre plus, grâce aux noms et prénoms. Voilà, grâce aux identités des habitants. Je vais pouvoir vous raconter des choses. On va voir si ça appuie justement mes propos, qui ne sont d'ailleurs pas vraiment mes propos, mais tout simplement l'histoire que je vous raconte, qui est vérifiable. Hein. Mais quand même un peu mystérieuse, ouais, ça c'est sûr. Bon là déjà, vous connaissez mon côté, comment dire, anti-superstitieux. Mais déjà, pour commencer, premier truc étrange, j'ai une caméra qui a une très très bonne batterie. Et ben ça a coupé tout à l'heure. Le panneau LED c'est pareil. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce que c'est ces coups là? On dirait que quelqu'un a tiré. La porte est peut-être d'époque. Oh, ah ouais. Oh là, le cimetière là, il est dans un état. Il y a une croix là-bas, je vais vous montrer. Oh là là. Je suis un peu en hésitation en fait parce que j'ai pas très envie de marcher au-dessus d'une tombe. C'est quoi la signification de ça? Des barrières comme ça? Je me suis souvent demandé si ça n'avait pas un rapport avec quelqu'un qui aurait été prisonnier ou quelque chose comme ça, mais peut-être que tout simplement c'est pour la protection de la tombe. Il n'y a pas de nom, mais je vous montre ça de près. Il y a le visage de Jésus. Ah là-bas je vois Estève Augustin, 1945. Donc ça, je vous le dis tout de suite, ça c'est clairement un enfant du village qui a souhaité se faire enterrer ici. Et encore une fois, là la croix, on dirait qu'elle est sciée, mais c'est le temps qui a fait ça. Quand on repense à chaque instant à cette histoire de village maudit, et qu'on a des croix comme ça qui sont toutes cassées, toutes sciées, même celles en métal, où là c'est quand même très, très solide. C'est vrai que ça rend un peu superstitieux. Et je vois qu'il y a quand même des gens qui viennent fleurir. Hein. Qui viennent fleurir les tombes. Toujours pas de prénom par ici. On va trouver, j'en suis certain. Là je vois ici repose Ambroise, qui est mort en 1814. D'accord. Là je suis en train de me dire un truc. Si on trouve effectivement quelqu'un qui est décédé en 1819, ce sera révélateur, ce sera l'une des 9 personnes décédées dans l'église à l'époque, et ça attestera au moins de cette histoire, hein, parce que vraiment on est entre l'histoire et la légende, hein. Je sais pas vraiment, j'ai envie d'y croire, c'est tellement incroyable, mais j'ai envie d'y croire. Là on a
Périsnar Isae, 1893 quand même, 1955. Donc ça, encore une fois, une personne, un enfant du village qui a souhaité se faire enterrer ici, clairement. Et là, oh, pareil, Périsnar, donc Émilie, c'est sa sœur. Je crois que c'est sa sœur. Ah oui, c'est sa sœur. Regardez la date, 1894. Et là, on est en 1893. Donc un an d'écart, décédé en 1989. Alors là, clairement, c'est quelqu'un qui a souhaité, c'était peut-être même certainement son dernier souhait de venir se faire enterrer ici. Par contre, regardez bien, pas de tombe, pas de tracé ni quoi que ce soit. Pourtant là, c'est pas si ancien. Mais là, il devait y avoir des gens aussi. Hein. Quelle tristesse quand même. Là, c'est illisible. Ce que j'ai devant moi, c'est illisible. Encore une fois, regardez ça. J'insiste, hein, mais regardez. Toujours le même phénomène. Il n'y a pas une croix qui a tenu. 20 ans. 20 ans 1917. Voilà. Donc ça, c'est Première Guerre mondiale, mais par contre, elle s'appelle Marie Audibert, donc elle est probablement décédée ici, à l'âge de 20 ans. C'est toujours particulier quand on voit cet âge sur une tombe. 20 ans, c'est... Enfin, vous avez la vie devant vous hein, quand vous avez 20 ans. Le 20 mai 1850. Ah d'accord, oui, voilà. Né le 20 mai 1850, et là, décédé 1818. Dans notre cœur, à jamais tu demeures. C'est touchant. C'est touchant, on dirait même que les tombes ont été foudroyées. Passagers, respectez nos morts. L'endroit est sublime. D'accord. Je crois que c'est par là-bas la stèle. Alors c'est une stèle de 14-18, hein, Première Guerre mondiale. Et ce sont les enfants de Châteauneuf-les-Moustiers qui ont été appelés au front et qui malheureusement ne sont jamais revenus. Mais ils ont inscrit leur nom là, juste là-bas. Par contre, leurs tombes ne sont pas ici. Hein. Leurs tombes sont dans des villages beaucoup plus bas, notamment à La Palud-sur-Verdon. Donc là, on a quelques noms et prénoms qui sont ici. Et on a également cet autre enfant du village, 1939-1945, Scipion Robert. Et là-haut, guerre 14-18 à la mémoire des enfants de Châteauneuf, morts pour la patrie. On a Constantin, Albert, Merlac et Laurent. Et apparemment, ça c'est assez intriguant, mais on en a une partie qui est écrite ici, seulement 11, alors qu'il y a 19 enfants qui ne sont jamais revenus. Et il y en a 8 qui sont écrits à La Palud-sur-Verdon. Bon, je vais retourner sur la route du retour, la principale route du village, celle qui était empruntée par les habitants de Châteauneuf-les-Moustiers. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker cette vidéo, c'est très important pour soutenir mon travail. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.